Nous allons en une matinée traiter d'un sujet qui touche au fonds de commerce avec 4 tables rondes sur un rythme qui sera un rythme assez dynamique puisque en 45 minutes nous allons à chaque fois traiter un sujet particulier. Vous les découvrez dans quelques instants. Je vous donnerai également quelques modalités pour le fonctionnement de cette matinée, mais avant de commencer, je vous propose d'accueillir chaleureusement le président de la Chambre professionnelle, M. Mabi, qui nous accueille aujourd'hui. S'il vous plaît, on peut faire ça chaleureusement. Merci beaucoup. Merci, Jérôme Bergerot. Merci de me passer la parole. Je vais commencer par une petite histoire pour pouvoir vous rentrer dans le cadre de ces assises et puis vous expliquer un peu pourquoi on a mis ces assises en place. Alors, un peu l'histoire, c'est pour vous cadrer notre chambre professionnelle qui est le syndicat de la boulangerie de Paris, qui a été créé en 1801 sur un arrêté de Napoléon Bonaparte, qui s'est établi du côté du Pont-Marie, rue Neuve-Saint-Laurent, jusqu'en 1824, jusqu'en 1827, rue Neuve-Saint-Paul, actuellement rue Saint-Paul. Et puis, aussi, nous sommes allés en 1826, puisque nous avons été homologués par une décision du préfet de police. Cette société avait pour but de mettre son unique four à disposition de ses adhérents. Alors c'est alors qu'un des 4 administrateurs, nommé Tixier, se rendit acquéreur le 21 octobre 1843 du 7 quai d'Anjou et consentit au syndicat un bail de 50 ans. C'est en 1845 que les 4 premiers fours furent construits sur autorisation du préfet de police. La Société civile pour l'exploitation de la boulangerie de Paris se porta acquéreur du 7 quai d'Anjou le 31 décembre 1881. L'activité liée au pain s'est déroulée dans ce lieu jusqu'à la fin des années 1950. La chambre professionnelle comprenait en 1886 8 fournis, chacun doté d'une chambre à farine, d'une chambre à mélange, d'un magasin à bois, 2 panetières, etc., pour pouvoir fabriquer et stocker le pain. Alors, quelques fours étaient réservés à des expériences professionnelles, expériences d'analyse, voire d'études de la valeur des farines. Un laboratoire d'analyse chimique fut créé en 1893. Le laboratoire possédait tous les appareils scientifiques nécessaires pour l'analyse des farines et autres produits utilisés en boulangerie. Un laboratoire de photographie microscopique fut aménagé, utilisé en boulangerie. Le laboratoire fut aménagé et des conférences furent organisées dans le but d'enseigner aux boulangers la nature et la composition des blés, farine, levure, et les fabrications et altérations et falsifications de celles-ci. Des cours professionnels gratuits destinés à améliorer la situation matérielle des patrons et ouvriers boulangers y étaient institués. Les dernières fournées eurent lieu à la fin des années 50. C'est hier, c'était pas si vieux que ça. C'est en 2004 que nous avons décidé de réaménager un vaste fourni pour organiser des sessions de formation, améliorer, diversifier les compétences des salariés et personnel de vente, recevoir des étrangers que le pain français intéressait beaucoup, donc on pouvait faire une démonstration sur le site de la Chambre, au cœur de Paris, puisqu'on est dans l'île Saint-Louis. La formation professionnelle est un enjeu essentiel pour une chambre professionnelle. Sans formation, pas de compétences. Sans compétences, pas de qualité de produit. S'il y a de moins en moins de personnes formées au métier, il n'y aura plus de repreneurs pour les fonds de boulangerie artisanale. Le risque évident serait la disparition progressive de ces commerces de proximité dont on connaît le rôle social. La première mention d'une baguette de 300 grammes sur une affiche parisienne, le prix de pain, date du 22 août 1921.
Paris a de toute époque eu une forte activité de panification liée historiquement à la meunerie. Il est difficile d'imaginer que le paysage parisien jusqu'au début du XXe siècle comptait de nombreux moulins. À Paris, la plus ancienne mention de moulin à eau date de 558. Les moulins furent très nombreux, groupés sur le grand bras de la Seine et atteignirent peut-être le nombre de 80 au XIVe siècle. Entassés sur les 600 mètres du cours d'eau situé entre l'actuel pont Louis-Philippe et le pont au Change, quant aux moulins à vent, 109 sont recensés en 1802, produisant le quart de la consommation quotidienne des Parisiens. 10 moulins à vent à Belleville, 5 moulins à vent à La Chapelle et 10 moulins à vent à Montmartre. Voilà, je vous ai fait un peu un petit entrée historique. Pour vous dire aujourd'hui, le fil rouge de ce que l'on attendait, c'était évidemment l'évolution du paysage et de la toile d'araignée tricée sur l'artisanat boulanger sur la région parisienne. Pour se rappeler que dans les années 50, on voyait se créer dans les cités dortoirs des entreprises de boulangerie qui se créaient, avaient 5-6 dépôts, et puis c'était la possibilité de nourrir ces gens qui venaient juste pour dormir. Mais le marché se faisant, des hypermarchés se sont montés, des supermarkets, et finalement, toutes ces entreprises ont pratiquement disparu de la carte géographique. Après, nous avons eu l'opportunité, c'est-à-dire d'avoir des petites entreprises, voire beaucoup de gérances, ce qui permettait à des jeunes qui n'avaient très peu de moyens, mais étaient vraiment des professionnels, de pouvoir prendre une gérance pendant quelques années, se faire un petit peu d'argent, acheter une petite affaire, la revendre, acheter une affaire un peu plus importante, la revendre, acheter une affaire un peu plus importante. Et je crois que j'étais encore hier avec une soirée des anciens. J'avais, il y a 120 anciens responsables de secteur qui font partie de l'amicale. Dans ces 120, tous sont partis en retraite avec une très belle affaire. Une très belle affaire. Le paysage a complètement changé. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise qui achètent une affaire, font un petit concept, des spécialités, se démarquent et reprennent une deuxième affaire, mais ne vendent pas la première. Et ainsi de suite. Ils font une deuxième, une troisième, une quatrième, si bien qu'on est à l'heure actuelle avec plus de 125 chefs d'entreprise qui ont plusieurs affaires. Donc l'idée, c'est de voir comment va se transmettre dans l'avenir ce paysage tout en pouvant rester dans l'artisanat, ce qui est très important puisqu'il faut que l'image artisanale reste notre chemin phare, notre ligne droite de conduite, de façon à ce que l'on puisse maintenir dans tous les quartiers, voire tout autour de nos départements, ces boulangeries artisanales. Le risque, c'est facile. Si vous avez 10 entreprises, vous proposez sur le marché, vous avez bien un fonds de pension, un groupe qui peut vous lâcher et qui rapidement transformera en produits industriellement fabriqués et s'échappera de la fabrication artisanale. Et en fait, on perdra une grande partie du public, de nos consommateurs, qui sont habitués à aller chez un artisan. Donc qu'ils aillent chez un artisan concurrent, c'est pas gênant, un jour ou l'autre on peut le récupérer, mais quand il commence à goûter à l'industriel parce qu'il a des prix, parce qu'il a des facilités, parce qu'il y a toutes choses qui rentrent en ligne de compte, ben pour la plupart des artisans, ce sont des clients qui sont perdus. Et c'est un paysage que l'on voudrait pas qui se transforme dans les années à venir. Donc les questions qu'on va se poser tout au long de cette journée, le fil rouge de la matinée, va être lié justement sur l'avenir de la transaction de l'entreprise, l'avenir de la transaction, sachant qu'on est sur l'avenir de la transaction de la boulangerie artisanale. C'est surtout ça le point fort que l'on voudrait travailler, de façon à ce que demain on puisse rester tous fiers de pouvoir participer à une évolution concrète de cette boulangerie artisanale, sachant que dans l'évolution qui est faite, on voit de moins en moins de petites entreprises qui sont sur le marché à être vendues, puisque la plupart sont en train de se racheter. D'ailleurs, je vous montrerai avec les chiffres après, que la plupart sont en train de s'acheter.
Donc la difficulté à nos jeunes de pouvoir rentrer sur le marché, ou autrement, avec le support de tous ceux qui sont ici présents, et même ceux qui ne sont pas présents, mais qui sont en parallèle partenaires dans des filières similaires de celles que vous pouvez représenter, travailler pour qu'on puisse aborder l'arrivée de ces jeunes sur notre marché. Voilà, alors donc là c'est l'introduction, un peu d'histoire, le fil rouge de la matinée, et maintenant je vais demander à notre secrétaire général, qui est Marc Nexif, qui est au pupitre de son ordinateur, de nous passer quelques transparences sur l'évolution justement et sur le bilan actuel. Le bilan actuel, ce qu'on pourrait appeler l'état des répartition des fonds de commerce, l'état des lieux de la boulangerie. Au total, nous avons 2479 fonds de commerce. Donc il y en a 1085 à Paris, il y en a 500 dans les Hauts-de-Seine, je ne me trompe pas, c'est ça, 478 dans le Seine-Saint-Denis et 416 dans le Val-de-Marne. Pyramide des âges des artisans, ça nous intéresse puisque ça sera le passage justement de la possibilité de transmission. Donc 20-25 ans, on en a 50, 26-35 ans, on en a 449, 36-45 ans, 784, 46-55 ans, 816, 56-65, 326, et plus de 65 ans, 54. Donc 54 fonds à vendre. Avis aux marchands de fonds et contentieux qui sont à la salle. Et peut-être que les meuniers pourraient être intéressés. Ce qui représente les 2479 entreprises. Alors, pyramide des âges des artisans. Ah oui, là c'était pour vous montrer un petit phénomène qui est quand même vraiment exceptionnel, c'est-à-dire que on reprend exactement la même pyramide, le panneau qui est à gauche, là, est exactement la même pyramide, mais on a coupé les moins de 50 ans et les plus de 50 ans. Et à l'heure actuelle, 50% ont moins de 50 ans et 50% ont plus de 50 ans. Donc vous voyez qu'on va passer pour les transactions à un genre de bug-boon. Il va falloir faire du forcing pour pouvoir transformer donc ces 1200 et quelques 1240 entreprises. Alors là, comme je vous parlais tout à l'heure, les nombres de chefs d'entreprise avec plusieurs établissements. Nous en avons 65 à Paris, 25 dans le 92, 23 dans le 93 et 12 dans le 94. Ce qui représente 125 chefs d'entreprise. 125 chefs d'entreprise. Qui représente par rapport aux chefs d'entreprise 5%, 0,4, 5%. Nombre de salariés en effectif permanent temps plein. 2012, région Île-de-France. Cadre 4 et 4 bis, 516. Technicien, 218. Employés, 7237. Ouvriers, 5400. Total, 13 371. Sachant que entre hommes et femmes, on n'est pas trop loin de la moitié. On a encore un petit effort à faire pour avoir la parité. Mais on est à 7744 hommes pour 5627 femmes. Sachant qu'au national, on est pratiquement à la parité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de grands laboratoires avec beaucoup plus de personnel masculin en pâtisserie et en boulangerie, ce qui fait un peu l'écart avec la province, parce qu'on équilibre à peu près entre les vendeuses et le personnel de fabrication. Nombre d'apprentis et âge moyen en Île-de-France. Donc les apprentis, on a 2236 apprentis.
Par contre, là, on a du travail à faire parce que on a 1658 hommes et 578 femmes. Par contre, avec un petit sourire, on peut se dire que l'avenir peut nous permettre de voir beaucoup plus de femmes monter, puisque à 16 ans, on a 388 hommes et 115 femmes, donc on en a autour de la moitié. Et à 17 ans, on a 480 hommes et 150 femmes. Ce qui nous rapproche un petit peu des moyennes qui sont un peu basses entre hommes et femmes. Enfin, pour nous, l'important, c'est d'évoluer vers la parité, mais c'est aussi d'avoir du personnel qui soit de qualité et qui soit performant. La masse salariale annuelle, 2012, région Île-de-France. Pour les cadres 4 et 4 bis, nous avons 17 589 485 €. Les techniciens, nous avons 6 85 836 €. Les employés, nous avons 208 875 898 €. Les ouvriers, 171 441 808 €, ce qui fait une masse salariale totale de 403 993 027 €. Alors la pyramide des âges des salariés. Pour les salariés, donc on a 22 641 salariés. Des moins de 26 ans, on en a 7 719, 26-35, 5 884, 36-45, 4 314, 46-55, 3 327, 56-60, 1024, 61-65, 300, 3, 66 et plus, 70. Ce qui nous laisse penser qu'on a quand même un public jeune de salariés, ce qui est relativement raisonnable par rapport à l'évolution souhaitée que nos salariés deviennent des chefs d'entreprise, donc une partie vers 35-40 ans, 45 ans s'installe, sortent des salariés et rentrent comme chefs d'entreprise. Ce qui fait après diminuer le nombre de salariés dans ces âges-là. De 1 à 3 salariés, on a 34%. 4 à 5, on est à 20%, 6 à 9, on est à 24%, 10 à 15, on est à 14%, 16 à 20, on est à 4%, 21 à 30, à 2%, et plus de 30, 1%. Non, je n'avais pas commencé le camembert par le bon morceau, mais j'avais une part d'entamé, et je n'aime pas en refaire une part dans le milieu des camemberts, donc vous voyez, c'est le problème dessus, et pas éviter que le camembert il coule. Nombre de mutations depuis 2007 sur Paris et la première couronne. Alors là, nous avons une baisse des mutations. C'est un peu ça qui nous a éveillés et qui a fait qu'on organise ces premières assises. C'est qu'on s'aperçoit qu'on a une diminution des mutations en ayant exactement le même nombre d'entreprises, puisqu'on a exactement le même nombre d'entreprises. On a perdu il y a eu quelques fermetures, quelques dépôts de bilan, mais il y a eu quelques créations. Et les créations ont compensé les pertes. Si bien qu'on a pratiquement le même nombre d'entreprises. Et si on regarde qu'en 2007, on était à 315 transactions, nous arrivons en 2011 en 2013 avec 211 transactions. Donc vous voyez, il y a eu une perte de 100 transactions. L'on comprend sur la lignée du fait que quand la plupart des 126 chefs d'entreprise que je vous ai signalés tout à l'heure achètent une affaire et ne la revendent pas, c'est une entreprise qui ne revient plus sur le marché. Donc il est normal qu'on va aller vers une diminution des transactions au fur et à mesure de la collection pour les chefs d'entreprise du nombre d'entreprises. Je crois que c'est l'évolution nette. Donc on va se retrouver en phase d'une nécessité de l'étude, de savoir comment on va transmettre ces entreprises, puisqu'on aura peut-être plus d'entreprises à transmettre une par une, peut-être à transmettre 2 par 2, 3 par 3, ou voir tout le groupe que le chef d'entreprise aura monté.
nous rendra certainement service pour pouvoir faire rentrer un potentiel de jeunes un peu moins fortunés, mais ayant la passion et la motivation pour pouvoir se développer dans une entreprise avec des compétences de gestion et de connaissances professionnelles relativement pertinentes. Ce qui est le choix de notre évolution, c'est d'avoir vraiment sur le terrain, et je crois qu'on l'a vu depuis quelques années, on a vraiment une très bonne évolution sur le terrain de la qualité de nos entreprises. Je pense que vous faites tous le tour des magasins, vous apercevez vraiment qu'il y a une bonne évolution. Moi, j'allais dans des réunions, dont je suis aussi par hasard élu à la Chambre de commerce régionale. Dans le temps, quand j'allais aux réunions, on disait « Ah oui, pour trouver une bonne baguette à Paris, c'est compliqué, je suis obligé de faire 10 boulangers pour en trouver une bonne. » Maintenant, croyez-moi, c'est sincère. Je discute avec les membres élus, et ils sont de toute la région, puisque c'est régional maintenant, et tous estiment qu'ils ont un bon boulanger au pied de chez eux. Il n'y a plus le problème de dire j'amène mon pain de la campagne le dimanche soir, parce que j'ai pas de bon pain sur Paris. Maintenant, c'est plutôt le vendredi soir qu'ils emmènent 400 baguettes avec eux pour manger du bon pain à la campagne. Mais ça, c'est l'évolution de la qualité de nos professionnels qui ont su gérer leur entreprise en étant de très bons professionnels techniques de fabrication. Voilà, on va passer au montant cumulé, on pourrait parler des heures sur ces sujets, c'est des sujets qui sont tellement très pointus et très intéressants, qui sont ce que l'on voudrait être la force de l'évolution de nos entreprises. Montant cumulé des mutations en millions d'euros pour Paris et la première couronne. Donc en 2007, on était à 73 444 000. Et en 2013, on arrive avec 63 42 de montants de cumulés des mutations. Alors bon, vous savez que finalement, ce sont des chiffres cumulés qui additionnent aussi bien une entreprise qui vaut 100 000 euros qu'une entreprise qui vaut 1,4 million. Donc la moyenne peut être intéressante, mais il suffit que dans un département, il ait vendu 2-3 affaires d'1,2 million et 4 et ça fausse tous les chiffres. Bon, ben, ça montre quand même que malgré la diminution des transactions, on reste quand même sur un volume important de transactions, et ce qui montre que les transactions sont quand même d'un montant assez important. Ça, on va d'ailleurs le voir un peu plus loin. Donc, mutation enregistrée en 2013, on est avec les 211 au total. Donc, ah oui, 103 transactions, ce qui représente pratiquement la moitié sur Paris. 37 transactions, ouais, c'est le 94. 35 transactions, ce qui se suit un tout petit peu, c'est le 93. Et 36 transactions qui représentent le 92. Donc on a sur les 3 autres départements, bien sûr, l'autre moitié, qui est pratiquement divisée en tiers, sachant que certains départements ont plus d'entreprises que d'autres. Mais c'est la loi des équilibres, quoi. Répartition par tranche de prix. Donc, par répartition par tranche de prix, il est assez amusant de voir que plus d'1 million d'euros, on en a 2 dans chaque département. 2,94, 2,93, 2,92 et 2,75. Ce qui laisse à penser qu'on a de très bonnes affaires aussi bien en banlieue que dans le centre de Paris. De 300 à 500 000, on en a 7, 94, 8,93, 10, 92 et 31 au 75.
bon, ce que l'on s'aperçoit finalement, bon, c'est quand même que les 50% de Paris sont quand même représentent le plus grand volume, hein, puisque ça représente autant que les 3 autres départements. Et il nous reste encore quelques petites affaires qui sont moins de 100 000 euros, puisqu'on en a 3 dans le 94, 4 dans le 93, 2 dans le 92 et 4 à Paris. Évolution du prix de vente moyen des fonds. On revient sur le sujet que je vous disais tout à l'heure, le prix moyen veut toujours dire moyen, donc il peut y avoir des grosses affaires et des petites affaires. 75 429, 92 410, 93 264 et 94 247 milliers d'euros. Ça c'est pour 2013. Donc on a une progression dans le 92 par rapport à 2011-2012. Un maintien pratiquement sur Paris entre 2011-2012, 2013 et sur le 94 on a un peu une dent de scie puisque en 2011 on a 258 000 et en 2012 321 et en 2013 247, ce qui fait un peu un dent de scie sur le 94. Mais il suffit qu'en 2012, on ait eu 2-3 grosses affaires et ça peut un peu changer toute l'année. Voilà, je crois que j'ai fait un petit palmarès d'entrée en matière, de façon à ce que l'on puisse discuter ouvertement. Nous allons avoir 4 tables rondes qui va nous être présentées et appelées par notre journaliste. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des questions à poser, il ne faudra pas hésiter de les poser à l'issue de chaque table ronde. N'hésitez pas, ne partez pas avec une question rentrée en disant « Oh, j'en ai eu à poser celle-là ». Non, non. Pour vous rendre service de savoir la réponse, et nous, de nous rendre service pour pouvoir évoluer sur notre sujet. Donc, Jérôme, je vais passer le micro. Et puis, merci à tous de avoir eu la patience de m'avoir écouté quelques instants. Et nous allons passer sur les tables rondes. Merci. Merci beaucoup, Président.